Bonjour. Cette section sera consacrée à l'étude de relations éventuelles entre deux variables qualitatives. Rappelez-vous, au début de cette UE, je vous avais présenté un tableau que voici pour ceux qui nous suivent en vidéo. Donc ce tableau qui est là, le voici, et qui vous indiquait le comportement à avoir, l'attitude à avoir lorsqu'on est en présence de deux variables. En fonction de leur nature, on pouvait prendre une décision. On vient de boucler l'étude de deux variables quantitatives. Et là, on a parlé de la corrélation de Pearson et de Spearman, et nous y avions fait les régressions linéaires simples. Cette fois-ci, nous allons prendre le cas de deux variables qualitatives. Donc, on est maintenant ici, dans ce cas-ci. Et là, ce qui vous est conseillé, c'est le test du qui carré ou le test du qui 2. Voilà, donc je vais vous faire la présentation de ces tests-là. Et après, on passera à l'application numérique avec un cas pratique. Ok. Alors, voilà, nous y sommes. Donc, dans le support, il vous est dit que la mesure appropriée pour une corrélation entre deux variables qualitatives, c'est le test du qui carré. C'est ce qui est bien affiché ici. Donc, vous pouvez dire qui carré ou bien qui 2. Qui carré ou qui 2. Voilà. Donc, choisissez l'expression qui vous intéresse. En haut, c'est qui carré, en bas, c'est qui 2. On mélange les deux comme on veut. Alors, d'abord, le support que vous avez là, il vous est fait un rappel sur les notions de probabilité. Mais étant donné que nous sommes dans un cours à distance, au tableau, je pourrais vous démontrer mieux ces éléments que vous voyez là. Hein, les P de X égale à X, Y égale à X. Voilà, donc pour là, je ne vais pas en parler, mais ça ne va pas empiéter sur le cours. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, donc, lorsque l'étudiant se retrouve, ou bien lorsque vous, chercheurs, ou bien stagiaire, ou bien fonctionnaire, dans un service, vous avez des données qui sont qualitatives, deux variables qualitatives, le test à faire, ou bien l'approche à adopter, c'est bel et bien le test du qui carré. Et pour faire le test du qui carré, la littérature vous indique que vous avez 6 étapes à franchir. 6 étapes à franchir pour faire ce test-là. Ces étapes-là, les voici. Donc, la première étape de ce test, tel que c'est écrit dans votre support, c'est d'abord d'établir la répartition des individus selon les deux variables, c'est-à-dire de faire ce que vous avez appelé au cours de statistiques descriptives avec M. Ayelim ou Mme Johnson, ce que vous aviez appelé le tableau croisé ou encore le tableau à double entrée et qu'on appelle généralement sous un terme plus technique les tableaux de contingence. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord faire ce tableau-là. Il faut faire cette répartition que vous avez apprise à faire dans le cours de statistiques descriptives. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle les effectifs théoriques. Alors, les effectifs théoriques, je vais y revenir tout à l'heure quand on sera dans la pratique pour vous montrer réellement ce que c'est. La troisième étape, c'est de calculer la valeur du test du qui 2. La valeur du test du qui 2. La valeur du qui carré ou la valeur du qui 2. Qu'on appellera la valeur calculée. L'étape suivante revient à calculer ce que nous appellerons le degré de liberté.
le degré de liberté et fixer le risque. Alors, la notion de degré de liberté également, nous allons y revenir pour vous l'expliquer clairement. La notion de degré de liberté, on va vous l'expliquer clairement. Et après, fixer le risque, qui est généralement 5% ou 1%. Ça également, nous allons y revenir. Nous continuons. Et on vous dit, après, il faut lire la table de qui 2, qui est dans votre support. Je vais vous montrer ça après, comment est-ce qu'on l'exploite. Et enfin, vous devez comparer, enfin, ça c'est très très important, tout comme ce qu'on vient de voir d'ailleurs. Vous devez comparer la valeur calculée pour le kit 2 et à la valeur lue. Donc ça, laissez-moi agrandir cela pour que vous rappeliez. Comparer le kit 2 calculé au kit 2 lu sur la table. Je vais vous montrer ça pas à pas. Et la conclusion, c'est quoi pour le test du kit 2? C'est de conclure s'il y a une relation entre les deux variables ou s'il n'y a pas de relation. Alors, il y aurait une relation dans quel cas? Si la valeur du kit 2 calculé est supérieure à celle qu'on a lue sur la table, on va conclure donc qu'il y a une relation entre les deux variables. C'est-à-dire que l'une des deux variables dépend de l'autre. Si cette valeur est au contraire inférieure, chers amis, nous conclurons plutôt qu'il n'y a pas de relation. J'ai mis ça en rouge. Vous dites que là-bas, il n'y a pas de relation. Donc là, le jaune même, permettez que je mette ça plutôt au vert. Voilà, on met ça au vert pour vous dire que lorsque la valeur calculée est supérieure à la valeur lue, il y a une relation. Mais si au contraire, elle est inférieure, il n'y a pas de relation. Voilà. OK. Donc, nous allons vous présenter un exercice qui va nous permettre de faire l'application de tout ceci. Et on va y aller pas à pas. OK. Vous savez donc l'exercice de l'activité numéro 8 qui vous dit ceci. Pour mesurer le niveau de connaissance d'un produit à commercialiser dans 4 villages différents en vue de mettre en place une stratégie de marketing, la statisticienne Victoria a collecté les données suivantes auprès des habitants du village. Les données portent sur les deux variables que voici. Il y a le village de résidence et il y en a 4. Village 1, village 2, village 3, village 4. Et le niveau de connaissance du produit. Le niveau de connaissance du produit. Je complète. Du produit dont les modalités sont faibles, modérées et bon. Si le niveau de connaissance est faible, le niveau de connaissance est modéré, ou bien s'il est au contraire bon. Donc, observez bien ce tableau-là. Nous allons revenir tout à l'heure avec une autre vidéo ou bien un autre audio pour vous présenter les questions qui seront posées et on va essayer de les traiter ensemble pas à pas. Merci. Nous poursuivons alors avec les étapes 4, 5 et 6. Donc à l'étape 4, on vous demande de déterminer le degré de liberté. Voici cette étape-là. De déterminer le degré de liberté et de fixer un seuil. Alors, avant
avant de lire ce qui est mis là, je vais vous expliquer ce que c'est que le degré de liberté en statistique, pour que vous compreniez mieux en statistique. Alors, je prends un exemple simple. On vous informe par exemple que votre soeur a donné naissance à un petit enfant. Alors, la question que nous posons souvent, c'est de savoir si c'est un homme, un garçon ou une fille, n'est-ce pas? Donc, c'est qu'il y a deux possibilités. L'homme naît fille ou garçon. Donc, vous pouvez demander à la personne, ah, bonne nouvelle, félicitations à elle. Est-ce une fille? On vous répond par non. Si on vous répond par non, allez-vous encore demander si c'est un garçon? Je crois non. Donc, quand vous posez la question, une fois, est-ce une fille? Et quand vous avez répondu par non, vous savez automatiquement que c'est donc un garçon. Donc, pour deux modalités, vous voyez que nous avons le droit de poser juste une question et on a la réponse. Quand on est à deux modalités, on va poser juste une question et on a la réponse. Donc, quand j'ai deux modalités, ça me donne une question que je peux poser et j'ai ma réponse. Alors, passons à autre chose. Vous avez, vous rencontrez un ami à la FASEG au début d'année. Vous savez que pour venir à la FASEG, vous devez avoir le bac D, le bac C, ou le bac C, ou le bac G2, ou le bac G3. Donc, je m'arrête. Donc, pour venir à la FASEG, je peux avoir l'un de ces quatre bacs-là. Alors, je croise mon ami à la rentrée et on est devenu amis, on veut devenir amis. Alors, je voudrais bien savoir quel bac l'ami a. Et je pouvais lui poser la question de savoir quel bac tu as. Il peut me dire bac D. Mais je vais contourner. Je peux lui demander, mais écoute, tu as fait le bac C? Il me répond par non. As-tu fait le bac G2? Il me dit non. Est-ce le bac G3 que tu as fait? Il me dit non. Bon, je sais automatiquement que ce qui reste là, c'est le bac D. Vous voyez que donc, lorsque j'ai quatre variables, quatre modalités possibles, je ne peux poser que trois questions pour avoir mon information maximum, au maximum trois questions. Ainsi, le degré de liberté d'une variable qualitative qui a M modalités, donc si vous avez une variable qui a M modalités, pour ceux qui suivent la vidéo, vous voyez, quand vous avez une variable à M modalités, son degré de liberté c'est M-1. C'est en réalité le nombre de questions possibles que je dois poser à mon interlocuteur pour avoir la réponse que je cherche. Voilà, c'est ça qu'on appelle le degré de liberté. Alors, étant donné que nous sommes ici en présence de deux variables, que sont le niveau de milieu de résidence et le village de résidence, pardon, et le niveau de connaissance, ça fait deux variables. Donc, chacune de ces variables a son degré de liberté, n'est-ce pas? Donc, de façon conjointe, pour deux variables, vous voyez, si M1 désigne le nombre de modalités de la première et que M2 le nombre de modalités de la seconde, vous allez voir que le degré de liberté qui est ici DDL est égal à M1 moins 1 que multiplie M2 moins 1. Donc, le degré de liberté conjoint est le produit des degrés de liberté. Dans notre exemple, le village a quatre modalités. Donc, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Le niveau de connaissance, c'est à 3 modalités, bon, modéré et faible. 3 moins 1, ça fait 2. Ainsi, pour notre exercice, notre degré de liberté, c'est 6. Bien, nous poursuivons donc. Après avoir fixé donc le degré de liberté, nous devons choisir le risque alpha. Et on vous a dit que le risque alpha choisi, c'est un risque qui se choisit soit à 1% ou à 5% maximum. Mais ça, c'est des valeurs standards.
On peut choisir des risques de 2%, 3%, mais ce n'est pas la peine. La littérature, bien la science recommande qu'on prenne des risques à 1% à 5%. Vous pourriez aller à 10%, mais c'est à vos risques et périls. Donc, quand vous fixez un risque, c'est en quelque sorte le niveau auquel vous acceptez faire une erreur. C'est-à-dire quand vous affirmez que les deux variables sont liées, c'est que vous vous acceptez de commettre une erreur à 5%. Vous voyez qu'à 5%, on peut accepter. Mais quand vous allez déjà à 10%, ça devient excessif. Donc, généralement, le risque que nous fixons, c'est 5% pour tous vos exercices. Rarement, vous allez voir des risques de 1%. Alors, l'étape suivante, qui est l'étape 5, va consister à la lecture de la table de Kit 2. Alors, pour lire la table de Kit 2, je vais vous le dire en même temps. De quoi avez-vous besoin pour lire la table de Kit 2? J'ai besoin du degré de liberté qui est égal ici à 6. Mon DDL, c'est 6. Deuxième chose dont j'aurai besoin du niveau de confiance. J'ai pris un risque qui est égal à 5%. Donc, le niveau de confiance est égal à 1 moins le risque. Et pour moi, ça doit faire donc 95%. Donc, on a besoin que de ces deux éléments-là. Voilà. Ces deux éléments pour calculer donc pour aller lire la table. Donc attention, rassurez-vous qu'on a bien compris le degré de liberté, qu'on a bien compris aussi le calcul du niveau de confiance qui est 1 moins le risque. Donc si le risque c'est 1%, on se retrouverait à 99% pour le niveau de confiance. Donc, comment lire la table? La table se trouve dans votre support à la page 35. La voici, à la page 35. Donc, mon niveau de confiance, pardon, mon degré de liberté, c'est 6. C'est ici. J'espère que vous voyez la souris. Regardez 6 à la première colonne. Attention, je suis sur une table. Je me suis trompé, hein. Chers amis, excusez-moi. Je suis sur une table, c'est à la page... La page 34. Autant pour moi, hein, c'est à la page 34, chers amis. Donc, je suis à la page 34 et j'ai mon N. N ici, c'est le degré de liberté, c'est DDL en fait, qui est 6. Et mon P, c'est 95%. 95%, c'est ici. Donc, vous voyez, là où il se croise, je prends le 6, quand je le traîne là, jusqu'ici, ça fait donc 12,591. Habituez-vous à cette table-là. Donc, on fixe la ligne pour le degré de liberté et on fixe la colonne pour le niveau de confiance. Et on a les 12,581. Combien là? Voilà, dans le cours. Donc, on vous dit que si vous lisez la table, vous trouverez comme valeur 12,591. Voilà. Voici donc cette valeur-là. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous laisser digérer ça d'abord et je vous reviens avec une toute petite vidéo ou bien un petit audio pour qu'on tire ensemble la conclusion. Donc, peut-être qu'en revenant, on va encore revoir la lecture de la table de Kit 2. Je vous remercie. Nous allons terminer donc notre exercice et cette partie du cours sur le test du Kikari. Donc, je voudrais revenir sur la lecture de la table du Kikari. Je rappelle que les éléments fondamentaux pour cette lecture-là, c'est d'abord le degré de liberté et le niveau de confiance qui est calculé. Donc, si vous calculez ces éléments-là, vous pouvez à présent aller lire votre table de Kit 2.
Alors, pour cette lecture, je vais refaire la lecture avec vous. Donc, vous avez votre support de cours à la page 34. Vérifiez bien. C'est bien mis là-bas. Table inverse de la loi liquide 2. Donc, ici, le N qui est mis ici, en fait, c'est DDL. C'est degré de liberté, en fait. DDL. Mais généralement, on met plutôt N. Alors, je vais regarder ici. Notre degré de liberté, c'est 6. Donc, je prends ça ici. Voilà 6. Je vais essayer de mettre une couleur. Voilà. Et le niveau de confiance, c'est 95%. Donc, 0,95. Je mets là-bas aussi. Peut-être la même couleur. Et vous allez voir là où les deux se croisent. Les deux se croisent donc ici. Et la valeur qu'on retrouve là-bas, c'est 12,500, combien là? 5916. On n'a pas besoin de toute la virgule là. Peut-être 12,5 c'est bon, 12,6 ça va. Ou 12,59 c'est bon. Voilà. Donc 12,59 est donc la valeur lue. Je reviens dans mon cours. Donc ici, la valeur lue est 12,59. On va aller maintenant à l'étape numéro 6. À l'étape numéro 6, qu'est-ce qu'il y a à faire? L'étape numéro 6, c'est la conclusion. Donc, pour ma conclusion, j'ai ma valeur lue qui est égale à 12,59. Ça va comme ça. J'ai la valeur calculée qui est égale à, rappelons-nous, 97,1. Voilà, c'est ici, 87,1. Je n'ai besoin que de ces deux éléments pour tirer une conclusion. Ces deux éléments me suffisent pour tirer ma conclusion. Alors, la conclusion, on vous avait dit que si la valeur calculée est supérieure à la valeur lue, on conclura qu'il y a un lien entre les deux variables. Mais dans le cas contraire, on va affirmer qu'il n'y a pas de lien. Ici, la valeur calculée qui est de 97,1 comparée à 12, vous voyez que l'écart est vraiment grand. Donc, on a effectivement un lien entre le niveau de connaissance de notre produit et le niveau et le milieu de résidence de l'individu. Alors, c'est la conclusion qui est mise là, où on vous dit que, étant donné que le qui carré calculé est supérieur au qui carré théorique, on peut conclure que le milieu de résidence a une influence sur le niveau de connaissance du produit en question, avec cependant 5% de chance de se tromper. Voilà. Donc, au seuil de 5%, nous conclurons que le niveau de connaissance et le produit et le village sont liés. Donc, ça veut dire que nos soupçons qu'on avait en haut, ici, où on avait trouvé que dans les villages 1, vous voyez, dans les villages 1, si ma mémoire est bonne, on avait trouvé que dans quel village là? Dans les villages, c'était plutôt ici, dans les villages 1 et 4, le niveau de connaissance du produit est assez bas. Et que dans les villages 2 et 3, on a un niveau de connaissance plutôt qui est bon. Alors, à quoi sert tout ceci? Vous voyez que si nous prenons notre exemple là, notre amie statisticienne Victoria avait collecté les données pour donc vérifier quels sont les villages où on a un niveau de connaissance bon, où on a un niveau de connaissance modéré. C'est ce que Victoria cherchait à savoir. Alors, si Victoria veut donc commercialiser ce produit en question dans ce village, vous voyez que plus le produit est connu, plus
les clients ou bien les habitants de la population s'intéresseraient à ce produit. Donc, vous voyez que dans les villages 2 et 4, où le niveau de connaissance semble être meilleur, elle n'aura pas à investir autant de moyens, par exemple, pour la publicité autour de ce produit. Par contre, dans les villages 1 et 2, où le niveau de connaissance semble être bas, vous voyez, on frôle pratiquement 50%. Le niveau de connaissance faible dans ces villages, elle aura besoin, ou bien la structure qui l'a sollicité pour faire cette étude-là, elle devrait recommander à la structure de mettre en place des stratégies. Elle devra proposer des stratégies à la structure pour que ce produit soit mieux connu dans ces villages, afin que la population puisse s'en intéresser et qu'on puisse les acquérir. Vous voyez. Donc, le test liquide 2 vous permet effectivement de faire ce genre de choses. Alors, il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu ici et qui n'est même pas encore posée. Ici, là, a-t-on besoin encore de savoir qui dépend de qui? Oui, on en a besoin, chers amis. On a besoin. Vous voyez que dans la conclusion qu'on vous a lue là, on a dit que le village peut avoir une influence sur le niveau de connaissance. Donc, c'est le niveau de connaissance qui dépend du village. On ne peut pas affirmer le contraire ici. Affirmer le contraire, vous-même, vous allez rire chez vous là-bas. Vous voyez, ça ne s'entend pas très bien. Moi, je ne veux pas dire ça. Donc, on a toujours besoin de savoir qui dépend de qui. Notre fameuse question qu'on se posait avant-hier ou hier, voilà, ça persiste. Le qui dépend de qui, c'est toujours obligatoire. Voilà, présenter donc la notion du test du qui 2. Alors, dans le cours, vous avez une suite ou bien un complément où on vous dit que le test du qui 2 aussi a des limites et qu'on peut lui apporter des corrections. Cette partie du test du cours ne sera pas exposée et ne fera même pas objet de l'examen. Donc la correction qui est ici, qui est mise, correction de Yates, ces formules-là, je vous en épargne. Ceux qui veulent peuvent lire ça. Voilà, vous pouvez les lire. Voilà. Également pour la notion de coefficient de contingence, je vous demande de lire ça. On ne vous le demandera pas à l'examen. Donc le coefficient de contingence, c'est tout comme un coefficient de corrélation. Vous voyez la formule qui est là, racine du qui carré sur qui carré plus n. Et on vous a donné, comment appelle-t-on, les seuils possibles pour la comparaison ici. On vous dit que si vous avez un C qui est égal à 1, c'est que le lien est parfait, ce qui est impossible d'ailleurs. Si vous avez un C qui est supérieur à 0,8, le lien est très fort. Quand C est compris à 0,5 et 0,8, le lien aussi peut être qualifié de fort. Et c'est moyen lorsque c'est entre 0,2 et 0,5. Voilà. Donc, ceci ne fera pas objet de l'examen. Ok, donc ceci met fin donc, à notre cours sur le qui carré, où on vous dit ici que la valeur de C, c'est 0,44. Si vous avez des questions à poser sur le C, vous pouvez les poser. Je peux également répondre. Sinon, c'est globalement sur le cours par rapport au qui carré, posez vos questions, on va essayer de répondre. Je vous remercie, chers amis.